Eh ben, bonjour et bienvenue à cette rencontre des mondes sonores avec comme motif insulaire la BD d'Éléonore Scardoni, La Grande Uto. Bonjour Éléonore. Bonjour. Alors Éléonore, donc c'est une rencontre qui est dans le cadre de la programmation du salon avec le support du Centre Wallonie-Bruxelles, dans le cadre de la co-organisation avec Fabien Lacouture et l'INHA et de la librairie Wallonie-Bruxelles. Donc on reçoit donc Éléonore Scardoni, qui est autrice, auteure et dessinatrice, et on lui doit La Grande Uto, donc ce beau grand format BD, tout en teintes douces et pastel, qui est en fait une fable écologique où le personnage principal est une île quelque part au nord du monde. Éléonore, est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec cette île ? Ma rencontre avec cette île, ça se passe du coup en Finlande. Je suis en Erasmus et on me propose une résidence d'une semaine avec mon amie Souvi. Et donc je me retrouve sur Uto. Uto, c'est une île qui est au bout de l'archipel de Turku, et donc c'est assez loin. J'ai appris récemment que out, ça veut dire out, et que le O avec les trémas, ça veut dire île. Donc c'est l'île qui est vraiment au bout du bout, qui est out, quoi. Et donc je me retrouve sur ce territoire insulaire que je rencontre, et je me rends compte que je peux pas vraiment penser au-delà de l'île. Je suis comme absorbée par elle. Et donc ça, c'est tout un moment où je me concentre sur le dessin de la roche, sur vraiment l'ultra détail de ce qui peut habiter cette île. Et je me rends compte que je suis aussi un peu fauteur de troubles, où si je mets le pied à un endroit, j'ai l'impression d'écraser un microcosme qui existe. Et donc ça, c'est la première rencontre que je fais avec l'île. Et une fois que je rentre en Belgique en master, je décide de poursuivre cette rencontre avec un projet de BD où le personnage principal de ma BD devient cette île que je fantasme à nouveau et que je redessine et que j'imagine autrement. Je sais pas. Donc notre idée première, c'était de faire dialoguer Éléonore avec Alexandre Galland, qui a dû s'excuser pour des raisons personnelles. Mais Alexandre Galland, dont on lit dans la biographie, il se passionne pour les arts qui donnent le monde pour objet, comme le cinéma documentaire, le nature writing, les récits de voyage, la peinture de paysage et le field recording, donc qui est l'écoute sonore du monde. Et il a publié ce livre, L'écoute sonore du monde en 100 albums. Qui est la recension de 100 albums de field recording, donc et d'audio naturistes qui vont écouter les bruits de la nature, et plutôt d'ethnomusicologues qui vont écouter les musiques, et puis il y a aussi une partie composition de gens qui composent de la musique avec des sons déjà existants. Voilà. Et donc, du coup, dans le livre, il raconte 100 albums de paysages sonores, et notamment des chants d'oiseaux, des chants de grenouilles, des fanfares de singes en pleine jungle, des baleines, des sons de baleines avec des micros hydrauliques. Et il parle notamment des disques de Bernie Krause, qui est un collecteur de sons peut-être l'un des plus connus. Et Bernie Krause, il a une conception du field recording, et il considère que l'harmonie de la nature, qu'il y a une harmonie naturelle dans la nature, que tous ces bruits se répondent et que les animaux y répondent à la nature et qu'ils se répondent entre eux, et que c'est une grande fanfare des animaux pour le titre de son livre. Et dans le livre d'Éléonore, dans La Grande Uto, donc l'île se rebelle, elle se bat contre la présence humaine, elle enrôle des crabes et des mouettes à son service, et il y a un personnage qui s'appelle Bernie. Est-ce que ce Bernie, ce serait pas le Bernie Krause audio-naturiste ? Si. Du coup, au cours de l'écriture, dans mon mémoire, où je me questionne sur l'autarcie et sur à quel point l'homme peut se redéployer sur un territoire insulaire, je rencontre pas personnellement Bernie Krause, mais je le découvre lors d'une exposition à la Fondation Cartier, où c'est une exposition où on peut s'allonger et voir des sonogrammes défiler sur les murs, et on entend vraiment toutes des pistes du coup de field recording où on peut vraiment se retrouver dans le paysage sonore. Et ça me chamboule complètement, et je décide que dans l'écriture de mon livre, j'ai envie que le personnage de l'île soit le centre, mais j'ai envie qu'il y ait différents visiteurs avec différentes approches
de la rencontre, enfin, avec différentes approches sur pourquoi ils viennent visiter l'île. Et donc, je décide d'emmener Bernie Krause sur mon île et de le faire écouter l'île parce que l'île ne va pas spécialement bien et que beaucoup de choses sont en train de changer au niveau du climat de cette île. Et donc, c'est lui qui est comme la référence qui vient nous amener un peu de cette lecture du coup du paysage sonore, que ça soit dans un milieu aquatique ou en dehors. Enfin, voilà, donc on peut le suivre dans le récit. Donc ça donne des planches comme celle-ci, par exemple. Oui, c'est ça. Voilà, là, c'est le personnage de Bernie Krause qui met son micro et qui écoute les oiseaux, les caches colorées comme ça. Est-ce que tu peux parce que c'est aussi important dans la narration de ton livre, le récit, il avance vraiment par rapport au... par rapport au son de Bernie Krause, quoi. C'est un élément narratif de l'histoire. En fait. Bah, c'est comme un marqueur, quoi. C'est l'évolution de l'île qui se fait visiter par différents humains qui se font transformer et eux ont chacun leur rencontre avec l'île. Et Bernie Krause a sa rencontre parce qu'il vient écouter et comme le messager de ce que pourrait ressentir l'île par le son. Et je crois savoir que ton prochain projet de création jouxte aussi l'enregistrement de terrain et le field recording au sens large. À la suite de ce récit, je me rends compte que le son est de plus en plus important dans la manière dont je dessine et que j'ai vraiment envie de au tout début, je décide de vouloir représenter le vent et donc d'où ces multiples hachures qui habitent mes images. Et maintenant, dans la poursuite de tout ça, les oiseaux m'intéressent de plus en plus et je décide à la manière d'un enregistreur, avec ma main, de graver le son des paysages du coup bruxellois cette fois-ci sur des pierres lithographiques. Et donc, c'est une technique où je viens vraiment dessiner à la façon un peu comme d'un sismographe enregistrer un séisme. J'essaye d'enregistrer le paysage sonore qui est autour de moi. Et donc ça, c'est la poursuite de toutes ces rencontres avec Bernie Krause et d'autres. Et dans un article intitulé « Écouter les ruines du capitalisme, enregistrement de terrain et forme de vie », publié dans le numéro 10 de la revue Audimat, qui est une revue de musique, Alexandre Galland, il tisse des liens entre les philosophes du vivant et les anthropologues post-tournant ontologique de Descola. Il cite Baptiste Morisot, Tim Ingold, Descola, Marielle Massé. Et lui, il définit presque le field recording comme une approche militante face à l'extinction de masse de la biodiversité. Il dit que ça sauvegarde des sons qui se perdent aujourd'hui, qui n'existeront plus. Et il explique qu'il existe un décalage de référentiel, c'est-à-dire qu'on oublie un petit peu ce qu'on perd en biodiversité. L'image la plus simple, c'est le pare-brise des voitures. Tant qu'on n'a pas, on se souvient enfant d'avoir traversé des autoroutes et d'avoir des moustiques écrasés sur le pare-brise des voitures, mais si on n'a pas cette image-là, on a un peu de mal à comprendre, nous urbains, cette diversité qu'on perd. Et donc Alexandre Galland, il plaide beaucoup l'idée que le field recording garde une trace, une mémoire face à une vision présentéiste. Et toi, Hélène Scardoni, en général, et puis avec des éditions en 3000, il est toujours question de sauvage, de monde inhabité, de rapport à l'habitation entre hommes et homme-nature, homme non-vivant. Est-ce que tu te reconnais dans cette approche sensible que dessine Alexandre Galland ? Oui. Oui, je me reconnais dans le sens où je pense que dans la plupart de mes travaux, j'essaye de parler de la façon dont l'homme arpente le monde et dont, en fait, on arpente un territoire et comment on peut en faire partie et cohabiter avec cet espace. Et donc, c'est ça qui est assez fort aussi dans les enregistrements d'Alexandre Galland, où on peut se plonger dans un univers, dans un paysage, par le son. Et donc, dans ma pratique, c'est plus comment se plonger dans une écoute sensible, mais par le dessin. Et donc, un livre ne fait pas de son. Donc, comment représenter cette très grande écoute par les mots et par le dessin, quoi. Et ta pratique de dessin, elle est aussi très ancrée dans le réel. Beaucoup de tes livres sont des résultats d'expériences terrain, de résidence. Est-ce que
je regarde beaucoup les glaciers, les mondes qui se perdent. C'est souvent des mondes insulaires, des mondes arctiques. Est-ce que tu définirais, enfin, tu te retrouves dans cette approche au référentiel où tu sauvegardes un petit peu la mémoire d'un monde naturel qui se meurt? Alors, je ne sais pas si je sauvegarde. Enfin, je sauvegarde. Bah, si, en fait, si, je sauvegarde à ma manière, oui, c'est ça. Mais j'essaye de mettre un accent sur des choses qui ont disparu, sur des catastrophes qui arrivent, sur j'aimerais bien rendre plus attentif le reste du monde, enfin, le monde sur ce qui se passe au niveau du climat et des paysages. Et donc, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Et à chaque fois que, finalement, je crée un livre, un récit, ça part un peu d'une étude de terrain. Donc, pour la Grande Outo, par exemple, il y a cette île en Finlande. Puis après, il y a une résidence que je fais sur les fjords norvégiens, que j'ai répété cet été encore une fois, où l'importance de dessiner et de représenter ce qu'on entend et ce qu'on voit dans un espace défini, quoi. Donc, besoin de dessiner en haut d'une montagne face à un lac. Le personnage de Jenny dans mon récit qui va plonger dans ce lac, en fait, c'est un lac où j'ai été dessinée, où j'ai essayé de tracer moi aussi les roches, la manière dont elles étaient faites, sans forcément avoir une approche complètement réaliste. Prendre ce paysage comme un premier référentiel pour développer l'imaginaire et imaginer qu'est-ce qu'on peut raconter au-delà de c'est la fin du monde arrive et essayer de proposer d'autres choses, d'aller plus loin dans les possibles et de ce qui pourrait arriver. Et donc c'est là où l'importance de mes résidences dans mon récit. Et d'ailleurs, à ce propos, et à titre d'exemple, peut-être que tu peux nous parler de ton tout dernier projet de résidence, enfin de toute dernière résidence que tu as fait avec ta binôme et co-éditrice Romane Armand. Donc mon dernier projet de livre s'intitule Network. On est avec Romane Armand, on est parti 1 mois en résidence du coup sur les fjords norvégiens à nouveau, dans la ville de Alvik. Et notre projet, c'est 2 activistes norvégiennes qui ont commis un attentat écoterroriste et qui décident de partir en cavale et doivent partir en cavale, se réfugier dans la montagne. Et donc nous, avec Romane, on devient ces 2 activistes pendant 1 mois. On a 30 jours de résidence, donc ça sera 30 jours de cavale. Et Romane devient mon personnage, devient le sien. Et on monte, nous aussi, dans la montagne parce qu'on va explorer, donc c'est ce que j'expliquais aussi juste avant, d'explorer le réel pour l'emmener dans la fiction. Et donc ça, c'est un récit qu'on a créé toutes les 2 en 30 jours, un peu course contre la montre, même par rapport au dessin, parce qu'on sait 30 jours pour un livre, c'est peu. Et qu'on a ramené après à Bruxelles suite à notre résidence et qu'on a édité avec notre maison d'édition en 3000 éditions et qu'on a imprimé et façonné nous-mêmes jusqu'au bout. Voilà. Et je crois qu'il y a la contrainte technique dans ce livre, c'est-à-dire que vous avez un petit sac à dos, pas la possibilité d'avoir beaucoup de matériel de dessin et que c'était une contrainte technique. Pour aller jusqu'en Norvège, finalement, moi je suis en interrail, Romane elle fait un trip en Norvège juste avant, donc l'idée c'est un petit sac à dos, très peu de choses. Pour une résidence d'1 mois, on a envie de ramener tout plein de choses. En plus, il y a un espace de gravure sur place, pourquoi on ne prendrait pas des pierres, du métal, des outils dans tous les sens. Donc on discute beaucoup de ça et finalement on se dit mais allons un peu à l'essentiel. Après le travail que j'ai avec Romane, souvent elle est plus à la couleur, à la gouache ou au feutre. Moi je suis plus dans les crayons de couleur, les crayons de papier et tout ça. Et à chaque fois on mélange ces techniques, on dit à 4 mains, mais chacun avec notre main, elle sa droite, moi ma gauche. Et on dessine ensemble sur les planches. Et là on décide de prendre le même outil. Et donc d'avoir une toute petite trousse de crayons de couleur, une 30aine ou 40aine de feuilles A3 pour dessiner et pas plus, un carnet chacune, le même format qui se met dans un sac à dos rapidement et qu'on peut emmener lors de nos excursions. Donc aller à l'essentiel pour en fait avoir plus d'espace aussi pour la création finalement, que ne pas se perdre dans une multitude d'outils qui nous feraient tester plein de choses alors que l'envie c'était de raconter directement ce qui se passe sur place. Voilà.
Non, oui, complètement. Et pour revenir à La Grande Uto, de manière générale, dans ta bande dessinée, mais là, on écoute Bernie Krause et il y a ces planches chromatiques de sonographe. Sonographe, c'est bien ça. Sonogramme. Mais on ressent aussi beaucoup de sensations physiques. Il y a des scènes de tempête où on se sent mouillé, presque essoré. Je vous invite à regarder le livre. Vraiment, il y a un peu cette sensation-là d'avoir vécu la tempête, d'avoir pris le vent en pleine face et de se sentir mouillé, essoré. Et puis il y a une scène de transe. Enfin, moi, je l'ai lu comme une scène de transe où il y a l'île prend possession du corps d'un des personnages. Et là, on sent presque la danse du personnage, la transe du personnage. C'est très physique comme réaction sensible. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette recherche de création synesthésique ? Donc le personnage principal du récit, c'est Lille. Et Lille, il faut lui donner une voix, faut lui permettre, faut la rendre audible pour qu'on puisse la comprendre. Et je pense que ça part de ça, de cette manière de comment transmettre les émotions de Lille sans qu'elle prenne une grosse voix et qu'elle fasse « Bonjour, je suis Lille Douteau ». Et que ça ne marcherait pas du tout, ça nous sortirait complètement de l'expérience que je recherche. Et donc, j'essaye de représenter du coup les éléments qui chahutent cette île au quotidien. Le vent, la mer, le ciel, les nuages. Et en même temps, comment donner voix à cette île. Donc, il y a des petites créatures en interne qui sont sur la couverture. Et qui elles viennent un peu parler comme un Jacadi a dit, genre Outo demande qu'est-ce qui est, pour justement que l'île n'est pas une voix humaine, hein, parce que c'est un territoire. Et donc j'essaye par ce prisme de donner plein d'éléments, de sensations, qui sont liés au fait d'essayer de représenter un paysage sonore, une ambiance humide, une tempête, une catastrophe qui arrive, une pression climatique qu'on peut sentir quand on se balade sur l'île, mais qui est pas, c'est pas écrit pression climatique partout dans l'espace, quoi. Donc c'est ça que j'essaye de transmettre. Et ça marche presque comme des rafales de vent ou des vagues, quoi. Ça arrive d'un coup, il y a des pages où il y en a beaucoup, et puis la page d'après, il y a du silence. Il y a un peu cette alternance-là aussi entre ce qui fait quelque chose d'assez force de la nature, quoi. Voilà. Et aussi, ce qui est très original dans le livre, c'est que tu casses complètement les codes de la bande dessinée, du roman graphique. Tes personnages ils sortent des cadres. Il y a cette narration-là par le son. Enfin, tu réinventes vraiment un séquençage un peu à ta manière, un peu sauvage, qui fait un peu écho au propos du livre. Ouais. J'essaie de travailler le séquençage en lien aussi avec le paysage. Donc, en fait, chaque étape du livre est un peu un nouvel état de l'île. Et donc, Bernie Krause est le marqueur de ça, parce que c'est lui qui va dire dans son écoute je sens que ça va pas. Je sens que là, quelque chose est en train d'arriver. Je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est moi qui délire en tant qu'ermite sur cette île, ou est-ce que il y a vraiment quelque chose qui est en train d'arriver? Et on sent l'île qui finit par avoir aussi, sans dévoiler la fin, hein, mais genre qui finit par aussi, on se retrouve dans un dialogue interne de l'île avec ces créatures qui paniquent par rapport à l'île aussi. Et donc c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de mettre en place, qui n'était pas évident sur les codes de la BD qui des fois sont assez stricts. Et comment sortir justement de la case, comment arriver à raconter autrement en bande dessinée. Voilà. Et c'est très réussi. Et on l'a beaucoup évoqué, mais Léonore Scardoni, tu es aussi la conceptrice, l'éditrice, la capitaine d'industrie de En 3000 éditions, qui sont tes éditions avec Roman Armand qu'on a évoqué. Et aussi le projet Forgerie, qui est une revue dessinée. Est-ce que tu peux nous raconter ça ? Le projet de Forgerie ? Ouais. Donc, Forgerie et En 3000 éditions, c'est un projet que je mène depuis bientôt 5-6 ans, je ne sais plus, avec Roman Armand et aussi Antoine Carcano,
où tous les trois, on explore le milieu de la bande dessinée, le milieu de l'édition, et on vient du milieu du fanzine, donc on fait de l'auto-édition, on imprime, on écrit, on dessine, on édite, on coupe, on colle, on fait tout nous-mêmes. Et ce foisonnement autour du papier nous permet d'avancer. Et on a créé avec Romane un récit qui s'appelle Forgerie. Donc Forgerie, ça ne se passe pas en Finlande, ça se passe en Antarctique. En Antarctique, donc on envoie 60 bâtisseurs en Antarctique pour construire une astro-micronation pour un jour partir dans l'espace. Donc c'est tout un chantier narratif qu'on installe dans le récit, dans la fiction, mais aussi dans le réel, parce qu'à chaque numéro qu'on écrit, donc on en a déjà fait 2, on invite des gens qui ne sont pas de la bande dessinée. Notre envie, c'était justement de sortir de la petite sphère de la bande dessinée et d'aller explorer d'autres champs, mais on ne pouvait pas apprendre tout de l'architecture, par exemple. Du coup, on a fait appel à Adrien Leustrat pour qu'il vienne lui-même construire la base en Antarctique. Donc on lui a demandé de créer son personnage dans la fiction, qu'il arrive en Antarctique et qu'il monte suite à plein de discussions, ok, la base aura telle forme, elle s'inscrira de cette façon-là dans le territoire, dans le paysage. Et donc à chaque numéro, on va amener de nouveaux collaboratrices à participer au récit et qui viendront à la fois donc communauté dans le réel pour discuter finalement aussi de tout ce qui se passe autour d'une communauté en Antarctique. Donc faire communauté, habiter un espace au bout du monde en autarcie, qu'est-ce que ça veut dire ? Et à chaque numéro, voilà, on invite de nouvelles personnes pour qu'en fait, elles viennent enrichir aussi avec leur domaine d'expertise notre récit et nous permettre d'aller encore plus loin. Et puis c'est hyper chouette de rencontrer tous ces gens. Dans le 2e tome, par exemple, on a travaillé avec 2 ingénieurs qui nous ont aidés à réfléchir les conditions climatiques et énergétiques de la base. Donc comment faire de l'énergie en Antarctique. On a rencontré aussi quelqu'un qui faisait de l'aquaponie, qui nous a permis de faire des serres aquaponiques. Qu'est-ce qu'est l'aquaponie ? Ouais, l'aquaponie, c'est des cultures, enfin c'est de la culture sur l'eau. Donc les plantes nourrissent l'eau, les poissons, les plantes sont nourries par l'eau, il y a des poissons en dessous. Enfin, je perds mes mots, pardon. Voilà, c'est ça. Donc c'est des plantes sur une piscine avec des poissons en dessous, dans un aquarium. Et ça permet de cultiver hors sol. Et donc, on a rencontré Philémon, qui était passionné d'aquaponie et qui a fait plusieurs serres aquaponiques. Et on lui a posé la question, est-ce qu'on pourrait faire une énorme serre aquaponique en Antarctique ? Est-ce que ça pourrait marcher pour nourrir notre communauté ? Et il était complètement fou. Et comme on partait dans la fiction et que tout était possible, on pouvait tout inventer. Et donc voilà, c'est ça qui amène ce premier chapitre dans notre milieu de l'édition pour Romane et moi. Et donc on décide de monter ensuite une maison d'édition qui s'appelle En 3000 Éditions. Et toute la communauté qu'on a créée vienne porter des récits plus individuels de nous tous. Et donc on a publié La Grande Outo, donc Romane est devenue mon éditrice. Je suis devenue l'éditrice de Romane pour Le Chagrin du Cairn qui est sorti récemment. Et aussi avec Romane, on est devenue les éditrices d'Antoine Carcano pour Au-delà des rochers, qui est un récit sur une exploration mais plus dans le jeu vidéo. Et donc tous ces projets s'articulent toujours autour de la manière dont on peut arpenter le paysage et le découvrir et le raconter. Donc qu'est-ce qu'un récit de voyage, qu'est-ce qu'un récit initiatique dans un paysage. Et voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Oui, et il y a beaucoup la question de l'habitat aussi quand même, et dans le Chagrin du Cairn, et dans La Grande Uto, et dans Au-delà des rochers d'Antoine. C'est comment on habite le monde, comment on lutte aussi, ce qui est pour habiter autrement notre monde, notre planète, de réfléchir à vivre ensemble, vivre comment discuter des problématiques. Et c'est ce qu'on fait aussi dans notre quotidien avec plusieurs collectifs et ateliers partagés sur créer, habiter ensemble, savoir s'écouter, savoir s'entendre. Et savoir un peu écouter notre monde aussi. Et tu l'as évoqué, tu viens du monde du fanzine, et je crois pas à La Grande Uto, mais en tout cas les forgeries, ils sont faits aussi de façon collaborative, notamment à l'atelier du Tonnerre, et je crois que vous avez un atelier aussi plus personnel. Est-ce que tu peux nous raconter aussi cette aventure éditoriale ?
Du coup, on vient du milieu du fanzine, on fait tout nous-mêmes, mais pour Forgerie, on voulait un plus gros tirage. Et qu'à un moment, la limite humaine fait qu'on ne peut pas éditer 500 livres nous-mêmes. Donc on a fait éditer l'intérieur. Mais pour garder la touche qui vient du fanzine, on a imprimé nous-mêmes les couvertures. Donc il y a une jaquette qui est pliée et apposée sur le livre on a fait imprimer sans couverture. Et donc il y a une première couverture qui a été faite en sérigraphie, une deuxième qui a été faite plus en riseau aux ateliers du tonnerre. Et voilà, qui est toujours... Ouais, et le fonctionnement du tonnerre, le tonnerre, c'est un atelier participatif co-géré et autogéré par plein de gens qui sont dans le milieu du fanzine. C'est une mutualisation de plein de collectifs qui font du fanzine et qui décident de mettre un lieu d'impression à la disposition de tous les artistes qui le désirent, ou même de professionnels ou de non-professionnels qui veulent imprimer eux-mêmes leurs propres projets. Et du coup, on a plusieurs machines à disposition et on est une équipe de bénévoles et on vient ouvrir le tonnerre toutes les semaines, tous les jours, de 10h à 18h. Et donc ça c'est à Bruxelles. Et l'idée, c'est que chaque artiste qui vient imprimer son propre projet réserve sa machine, et c'est sa machine pendant la journée de réservation. Donc c'est pas un imprimeur qui va faire le travail, c'est à l'artiste lui-même de venir imprimer son projet et de tester lui-même ce qu'il a envie comme couleur, comme papier, comme reliure. Donc des fois c'est un peu intense comme tout ça. Et voilà, c'est ça les ateliers du tonnerre à Bruxelles. Mais du coup on retrouve un mode de travail assez participatif, assez horizontal, ce qui va bien pour vos livres. Enfin voilà. Ouais. Non, mais c'est une richesse belge. C'est vrai qu'il n'y a pas ça en France et à Paris, et c'est assez incroyable, quoi. Super. Et éventuellement, Éléonore, est-ce que vous avez des questions? Oui, Éléonore, je me demandais comment tu faisais le rapport au texte dans tes romans graphiques, le rapport, je veux dire, est-ce qu'il y a des descriptions textuelles, est-ce qu'il y a du dialogue, il y a entre les personnages, enfin, on ne peut pas vraiment appeler des personnages, mais des protagonistes, on va dire ici, oui. Mon rapport au texte, il est assez entre science-fiction et poésie, où j'essaye de donner un caractère à chaque personnage, à chaque vivant ou non vivant de l'île, quelques mots. Et donc, c'est toujours... Cette BD, au début, elle a presque été pensée muette parce que le dessin devait beaucoup l'apporter. Et finalement, après, il y a une autre version où il y avait beaucoup de textes, où tout était quasiment raconté, ce que j'ai après effacé pour amener un langage plus poétique. Et pour aussi, je voulais que le texte soit à la façon de l'écoute de Bernie Krause, à la façon des personnages qui arrivent sur l'île, que ce soit aussi quelque chose qui vienne rythmer le texte et qui vienne ponctuer à certains moments la lecture du récit, et que ça permette de ramener aussi le lecteur à quelques mots. Voilà. Si on peut préciser, il y a aussi des dialogues assez drôles. Les crabes, ils sont très drôles. Ils sont un peu narquois, un peu... Ouais, ils sont vraiment... Voilà, mais ouais. Est-ce qu'il y a une autre question ? Ces petites créatures, c'est comme des porte-paroles. C'est grâce à elles que j'arrive à faire parler l'île. Et en même temps, elles sont un peu disciples de l'île d'une certaine façon. Mais elles aussi, à des moments, elles viennent dire en fait, on a l'impression que ça ne va pas. Donc elles ont aussi... À un moment, elles sont comme incarnées par l'île et elles vont parler pour l'île. Et il y a d'autres moments où elles viennent juste faire ploup, ça va pas, ploup, je suis inquiète, ploup. Et donc c'était un genre de petite interface que je voulais marquer comme pas très réelle pour qu'elle ne soit pas adaptée à autre chose aussi, et qui viennent donner une autre voix à l'île.
Merci. Oui. Je suis impressionné par cette démarche. Effectivement, il y a une question, si j'entends bien, en fait, de réhabiter le monde, d'une certaine manière, de mettre en place un laboratoire, on pourrait dire, collectif, participatif, pour imaginer comment réhabiter le monde, ou habiter, enfin. Alors, la maison d'édition s'appelle l'An 3000. Alors, je me demandais comment ça va se passer dans l'An 3000, d'après toi. Comment ce sera pourquoi l'an 3000? Enfin, est-ce que c'est un horizon? Est-ce que c'est regarder en avant? Est-ce que c'est se dire, je ne sais pas si c'est une question intéressante, mais... En 3000, du coup, ça s'écrit EN et pas AN, donc c'est pas l'an 3000, mais ça vient de ça. C'est pour le projet de forgerie, on s'est dit qu'on n'allait pas aller continuer à faire des récits dans le futur jusqu'à épuisement et qu'on se dise on n'a plus envie de faire ça. On s'est dit que si un jour on arrivait en an 3000, on arrêterait le projet et on construirait un lieu pour abriter tout ça. Et finalement, on a eu besoin de construire ce lieu pour abriter ça et faire tenir la revue autrement. Et donc, c'est pour ça que la maison d'édition s'appelle An 3000. C'est ça. Est-ce qu'on a une autre question ? C'est hybride. Oui, c'est ça. C'est une question qu'on me pose souvent et à laquelle je n'arrive pas trop à répondre pour la simple raison que ça mélange beaucoup de choses. Et non, je ne sais pas y répondre parce qu'à un moment, je voulais me rapprocher du roman graphique, mais finalement, je m'en suis écartée à nouveau parce que j'ai voulu à nouveau faire de la bande dessinée et que la bande dessinée a des codes bien précis et que je ne les aime pas tous. Et que du coup, il y en a certains qui m'embêtent et donc je les retire. Souvent, je les prédessine et je les gomme après. Et voilà, donc je ne sais pas. Il y a entre science-fiction et poésie, je pense, quelque chose qui se passe. Je suis quand même étonné d'entendre, je ne connais pas vraiment le monde de la bande dessinée de l'intérieur, mais j'entends beaucoup parler de code, les codes de la bande dessinée, c'est le code d'un genre, ça existe. Je suis surpris de la force de ces codes. Je veux dire que par exemple, hier, il y avait une projection d'un film de Chantal Akerman où elle est à New York, elle filme la rue simplement et elle lit les lettres qu'elle reçoit de sa maman. D'un point de vue formel, disons, c'est d'une liberté extraordinaire. Ça n'en est pas moins un film. Alors, est-ce que c'est un documentaire? Est-ce que c'est une fiction? C'est pas très bien. La personne qui présentait le film parlait de documentaire, je ne sais pas. Il y a une grande liberté dans le cinéma, je trouve, d'auteur, disons par exemple, mais même pas seulement d'auteur. J'ai parfois l'impression, en entendant cette histoire de code de la bande dessinée, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la bande dessinée, pas de la bande dessinée? Je ne comprends pas qu'on en soit d'une certaine manière encore là, dans la bande dessinée. Et qu'il y a eu un trajet, disons, de quelque part de libération, je dirais, de la forme et d'ouverture à des enjeux, d'autres enjeux que simplement qu'on appelle ça, moi, le romanographique, dont on parle beaucoup, qui est devenu un genre très fédérateur, je crois. Mais où est la liberté? Et pourquoi tant de codes pour dire que c'est une bande dessinée, c'est une bande dessinée? Moi, c'est quelque chose qui me questionne. Et je sais que quand je posais la question tout à l'heure, j'ai eu l'impression que ça me paraissait bizarre que je pose la question est-ce que c'est une bande dessinée? Je ne sais pas vraiment bizarre, c'est-à-dire que d'une certaine manière c'est une bande dessinée, mais ça peut être aussi un livre d'art. Oui, mais c'est pour ça que j'ai pas envie de le définir. J'ai du mal à le définir complètement parce qu'en fait, il se prête. Finalement, je suis invitée ici aujourd'hui. J'aurais jamais imaginé être invitée dans un festival d'histoire de l'art. Ce qui est pour moi super chouette parce que c'est justement c'est casser des codes et c'est sortir un peu et aller se mélanger, se confronter à d'autres publics. C'est ce que je cherche dans plein de mes projets.
que ça soit par forgerie ou par d'autres. C'est comment entremêler plein de réseaux et plein d'échanges. Et là, ce qui est intéressant lors de ce festival, c'est qu'on parle de climat, on parle de Belgique, et on mélange tout ça ici dans ce château, donc c'est assez impressionnant, quoi. Mais merci pour tes remarques. Est-ce que peut-être, justement, puisqu'on parle des genres, tu serais tenté d'avoir une animation, adaptation ou recréation c'est un peu blanc qui permettrait, alors justement, peut-être d'intégrer aussi le son, parce que le son est déjà présent sur le tableau. Ouais. Est-ce que tu aurais envie d'avoir ce son explicite, pour le coup, qui serait intégré à une œuvre en mouvement? Ça fait partie même des projets. Ça fait pas partie des projets, mais je pense que si je devais imaginer quelque chose, ça serait plus de l'ordre d'une expérience performée ou une exposition où on pourrait rentrer complètement dans l'île. Et du coup, de faire vivre aux visiteurs ouais, à l'intérieur de l'île ou en Antarctique, ou vraiment de pouvoir ressentir ce que le personnage ressent quand il est coincé dedans. Ça m'intéresserait. Après, le mettre en film, je sais pas. Après, c'est plus mes domaines d'expertise que. Ouais. Mais je sais que la forme plutôt exposition et performance m'attire de plus en plus sur la mise en situation. Ou quand j'étais encore aux études, une de mes profs nous avait demandé pour l'exposition de fin de jury de faire comme une porte pour rentrer dans le récit, mais du coup en installation. Donc chacun devait choisir, c'était de l'exercice pour le jury de fin d'année. Et j'avais trouvé ça hyper parlant, en fait, de donner accès au livre, mais dans une installation, dans un espace d'exposition. Et c'est cette... Il y a une artiste belge qui s'appelle Stéphanie Roland. Elle fait des installations, des pièces. Et par exemple, une de ses pièces, c'était en fait le bateau, je crois, le Belgica, quand il est, fin du 19e, quand il est comment dire, coincé dans les glaces, en fait, il continue à dériver. C'est curieux, donc il est coincé mais il dérive. Et en fait, ce qu'elle a fait, par exemple, une des pièces de son installation, c'est qu'elle fait une carte avec le trajet du bateau qui dérive. Et puis, elle a aussi accompagné des gens qui ont recréé ce bateau. Enfin, il y a tout un truc, ça fait penser au voyage, justement. Bah c'est ça, je pense qu'il y avait un possible de redéploiement de ce livre autrement ou d'un autre projet, ça serait plutôt dans l'invitation à suivre ce qui se passe et au mouvement qui se passe dans le récit que je peux mettre en place. Voilà. Super, et ben, merci Éléonore. On peut découvrir les forgeries et les autres livres dans 3000 sur le stand de la librairie Wallonie-Bruxelles. Et je peux te suggérer éventuellement, si vous voulez passer un temps plus convivial, et éventuellement de vous faire dédicacer le livre sur le stand. Voilà. Merci.